Je dormais, on était en position cuillère, il me pénètre pendant que je dors. Ça me réveille, je le repousse, puis il met de la force du coup dans sa hanche. Et il me dit un truc dans l'oreille, en gros, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je suis restée figée et il a fait ce qu'il avait à faire et voilà. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un témoignage vraiment marquant. Celui d'une jeune femme sur la chaîne YouTube Pluriel. Le titre est direct. J'avais 16 ans et cet homme m'a détruite. Notre but, c'est de regarder de près ce récit, difficile, pour comprendre un peu la chronologie, les dynamiques qu'elle décrit. Oui, bonjour. Et c'est important de le dire, c'est un contenu sensible. On va l'aborder avec respect, en se concentrant vraiment sur les faits, sur ce qu'elle raconte. Alors ça commence comme beaucoup d'histoires finalement. Une rencontre via une amie, c'était en octobre 2023. Elle a 16 ans, lui 18. Bon, l'attirance est là, la relation démarre assez vite. Les parents, eux, sont un peu méfiants dès le départ. Et assez rapidement, il y a des choses qui interpellent en fait. Ce garçon, il parle très mal de son ex, de façon violente même. C'est souvent un signal d'alarme, ça. Ah oui, Oui, sur la façon dont il voit ses partenaires. Et puis, il y a la pression, très tôt, pour avoir des photos intimes, des nudes comme on dit, et pour des rapports sexuels, alors elle dit clairement qu'elle n'est pas prête, qu'elle est vierge. Il insiste, mais parfois il fait semblant de comprendre. C'est un peu double jeu, quoi. elle décrit bien ça, oui. Cette pression constante. La peur, en fait, qu'il la quitte si elle dit non. Et en même temps, elle veut lui faire plaisir. C'est ça, c'est très ambivalent. L'affection, le désir de plaire qui se mélange à une forme de contrainte, et puis d'autres comportements s'ajoutent. Hmm. Le manque de respect de l'intimité, par exemple entrer dans les toilettes, des commentaires pour la faire culpabiliser, genre « tu m'aimes pas alors ?» Oui, elle mentionne aussi son côté macho, homophobe même. Ça la dégoûte, elle le dit. Mais elle reste, par attachement, dit-elle. La première fois, c'était après environ 4 mois et demi. Ils dorment chez le père du garçon. Elle raconte qu'il l'a pénétré pendant qu'elle dormait, en position cuillère. Elle se réveille, elle le repousse. Il insiste, avec force, en lui disant « t'inquiète pas ». Elle reste figée, sidérée. Cette réaction de sidération, le freeze en anglais, c'est très courant dans les situations d'agression. Le corps, le cerveau, se bloquent. Et après coup, la confusion. Une amie lui parle de viol, mais elle, sur le moment, elle rejette le mot. C'est le déni. Oui, un mécanisme de défense, j'imagine. Exactement, pour se protéger d'un traumatisme qui est trop dur à accepter, surtout venant de quelqu'un de proche. Mais elle essaie quand même de poser une limite. C'est ça, elle lui demande de plus faire ça, de ne plus la réveiller comme ça. Mais bon, en mars, rebelote. Deuxième incident. Scénario similaire d'après ce qu'elle dit. Pénétration pendant son sommeil. Mais cette fois, elle se retire, elle part. Et lui, il quitte la pièce. Et là, pour elle, c'est différent. La prise de conscience est plus nette. Le mot viol, cette fois, elle se l'approprie. Du coup, la décision est immédiate, rupture. Elle cherche du soutien, d'abord auprès de son père, elle lui raconte tout. Ensuite, confrontation avec le garçon. Très brève, très directe. Et sa réponse à lui semble « ok ». Ça la choque. Elle réalise, dit-elle, qu'il ne l'aimait pas vraiment. Cette réaction, ce manque apparent d'émotion ou de regret, ça peut être assez révélateur, malheureusement. Et les conséquences pour elle, ensuite, sont Oui. très lourdes. Grosse détresse psychologique, scarification, une dépression qu'elle avait déjà mais qui s'aggrave, jusqu'à une hospitalisation en psychiatrie en juin 2024. Elle décrit ce séjour à l'hôpital comme une aide, oui. Le contact avec d'autres jeunes, le personnel soignant, mais pas une solution miracle en soi. Ce qui semble l'avoir aidé à tenir, c'est un projet. Le voyage familial, c'est ça, au Ouais. Japon et en Corée. Ça a fonctionné comme une sorte de bouffée d'air frais, une parenthèse. Exactement. Le retour a été dur apparemment, mais elle était suivie par des psys, et le soutien familial a été crucial. Elle parle d'une fête d'anniversaire surprise, un moment où elle s'est sentie vraiment aimée. C'est essentiel, ce soutien de l'entourage, dans un parcours de reconstruction comme celui-là. Et puis il y a l'aspect judiciaire. Elle décide de porter plainte avec son père. C'était en août 2023. Elle avait donc 17 ans. Une démarche difficile, on imagine. Tout à fait. Et elle a eu des nouvelles récemment, en septembre ou octobre. Le dossier a été transmis, mais bon, l'espoir de suite judiciaire concrète semble assez mince, d'après ce qu'on lui a dit au commissariat. Malheureusement, c'est une réalité à laquelle beaucoup de victimes sont confrontées. Le parcours judiciaire est souvent long, incertain et parfois décevant. Pourtant,
Son message final dans la vidéo, il est tourné vers l'avenir. Elle insiste sur l'importance de parler, de chercher de l'aide psy. Elle exprime son envie d'avancer, d'être heureuse un jour, même si elle sait que le chemin est encore long. Oui, et ce témoignage, il est fort parce qu'il montre bien à quel point c'est compliqué d'identifier les signaux d'alerte dans une relation et surtout de nommer une agression quand elle vient d'un proche avec les sentiments, le déni qui s'en mêle. Tout à fait. Ça pose vraiment la question de comment on pourrait mieux préparer les jeunes, filles et garçons, à reconnaître ces dynamiques toxiques et à y réagir. Et au-delà de l'individu, ça nous interroge collectivement. Comment renforcer les filets de sécurité, le soutien psy, l'accompagnement, mais aussi la réponse de la justice, pour que les personnes qui vivent ça se sentent comprises, soutenues.